Bonjour, alors bienvenue dans une semaine livresque toute neuve. On est le vendredi 29 août et finalement je suis en congé pour une longue fin de semaine avec des petits projets à la clé, mais pas toute la fin de semaine, donc une partie de la fin de semaine. Mais je vais quand même avoir du temps pour lire, faites-vous-en pas. Donc on commence la semaine avec, j'ai eu une tergiversation de prochaine lecture hier quand j'ai terminé mon dernier blog. Et je vous ai demandé des conseils. Je merci à ceux qui ont répondu. Finalement, mais c'est encore la bibliothèque qui a déterminé ma lecture. Parce que j'avais fait la réservation de 2 titres à la bibliothèque en niveau 2, donc une bibliothèque à laquelle je suis abonnée. C'était 2 titres que j'aimerais lire rapidement, puis qui avaient des dates de disponibilité assez proches. Et puis finalement, le premier qui est arrivé, c'est un P.D. James. Donc, je suis rendue dans ma relecture parce que, comme je vous disais, les P.D. James pour la série des inspecteurs d'Aglish, je les avais lus un peu, j'avais lu plus les plus récents, puis je les avais lus un peu de façon, pas dans l'ordre. Puis là, j'avais envie de voir c'est quoi l'évolution du personnage, donc je suis repartie au début. Puis je suis rendue au tome 6 et c'est Death of an Expert Witness. Donc, en français, c'est Mort d'un expert, je pense. Mais on est encore une fois dans quelque chose d'assez sombre, assez oppressant, je dirais. On va suivre, dans le fond, un laboratoire scientifique, les gens qui sont impliqués là, donc nécessairement les médecins, ceux qui s'occupent en fait des autopsies. Donc, et on va comprendre rapidement que il y a un des docteurs, d'ailleurs, là, j'ai comme oublié son nom, puis quand j'ai suivi, j'étais plus sûre si c'était celui-là dont on parlait au début. Fait que je vais peut-être falloir que je relise, en fait, depuis le début en version numérique, là, parce que je ne portais pas attention, je pense, en audio. Mais donc, il y a un docteur qui est là, qui doit répondre, qui s'est mis en disponibilité pour la police, pour être justement l'expert judiciaire qui va être là pour s'occuper de déterminer c'est quoi les causes de la mort et tout. Et on sent que dans sa famille, ça va pas très bien. Il y a une fille de 16 ans qui a l'air d'avoir une problématique. Enfin, je sais pas si elle a une problématique au niveau psychologique, mais elle a besoin qu'il soit là tout le temps. Il y a un très jeune enfant. Il faut qu'il fasse attention pour quand il part, pour pas la réveiller. Il a l'air d'avoir une femme ou une ex-femme dans le décor. On dirait que je suis comme plus trop sûre. Et puis je pense que c'est voulu, en fait, cette atmosphère-là d'incertitude de qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui est perçu par les narrateurs ou pas, parce qu'on a différents points de vue. On va avoir le docteur en question, on va avoir la fille à un moment donné. Donc, on a cette bulle-là, et ce docteur est attaché à un des laboratoires sans être officiellement membre, je pense. Il est juste comme là ponctuellement parce qu'il est sur, sur appel. Et à ce fameux laboratoire-là qui implique plusieurs scientifiques et tout ça, qui est appelé, je pense, à déménager ou à s'agrandir et tout ça. Puis dans ce laboratoire-là, on se rend compte qu'il y a un nouveau gestionnaire, les gens, ça s'aime pas trop, il y en a un qui a l'air super fin, mais finalement, on dirait qu'il y en a qui se sentent oppressés par sa, son manque de délicatesse, disons, et bref, vraiment dans les chicanes là, de travail. Puis là, je pense qu'on arrive bientôt à ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on va retrouver un des docteurs qui est dans ce laboratoire-là, qui s'appelle le docteur Lorimer. On va le retrouver mort, donc mort d'un expert, de façon, et tué de façon très violente. Et ben là, Adam Dalgliesh va devoir s'y coller. Et de ce que je comprends, c'est qu'il va finir par mettre en lumière justement tout le... C'est un peu bizarre de dire ça, vous allez voir quelle figure de style, mais je sais pas penser pendant tout, mettre en lumière tout le côté sombre en fait de cet homme-là qui pourtant était perçu de façon positive. Donc, aucune idée. Bref, c'est Adam Dalgliesh que j'aime beaucoup, P.D. James, et en plus en version audio, qui est lu par Penelope de la Porta, que j'aime vraiment beaucoup, avec une voix qui me fait un peu penser à celle de John Nixon, qui faisait Miss Marple. Et la seule chose, c'est que c'est des livres audio qui datent, donc qui ont été faits plus dans le début des livres audio, par le biais de Recorded Books. Et le son est comme un peu... on dirait qu'il a fallu qu'il booste pour que le volume du son soit plus élevé. Puis on a l'impression en fait que les actrices sont trop proches du micro. Fait que souvent on va perdre un petit peu dans la finesse de l'articulation. Puis ça faisait la même chose pour les livres audio qui ont été faits d'Agatha Christie par John Nixon. Puis c'est plate parce que c'est vraiment des superbes voix, mais on sent que c'est juste la technique qui ne suivait pas à ce moment-là. Mais je continue quand même. La seule chose que ça fait, c'est que des fois, ça va faire comme ça un peu, on dirait. Fait que dans l'auto, c'est pas toujours facile. Mais j'aime trop sa façon d'interpréter ces histoires-là. Fait que voilà. Donc ça, c'est ma lecture en cours. Et j'ai également fait une autre lecture. Oui, qui est une nouveauté, donc de chez la collection unique. Et c'est
Je vais vous mettre peut-être des petites images, je vais me tasser un peu peut-être, c'est plus facile pour moi au montage. Donc, qui s'appelle Une vie tricotée d'avance. C'est de Maryse Bérubé et c'est chez la collection unique chez Héritage. J'avais vraiment hâte, c'est une nouveauté, de le découvrir. Finalement, j'ai eu l'opportunité de le lire et c'était très remuant. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. J'avais pas réalisé, ben, j'avais réalisé c'était quoi le sujet. En gros, on va suivre une adolescente qui va devoir évoluer dans une école euh, privée ou en tout cas qui est réservée à des gens qui ont un peu plus de moyens, alors qu'elle habite dans un quartier pauvre avec des parents qui ont plus ou moins de ressources et qui n'ont pas nécessairement eu une éducation si élevée qu'elle. Puis, on va rencontrer en fait, elle va nous raconter, pardon, comment elle vit ça, la différence de classe sociale. Puis ça peut apparaître bizarre ou, je sais pas, victorien comme préoccupation, mais surtout à l'adolescence, c'est de sentir que oui, elle a un uniforme. Donc, je pense elle est là parce qu'elle a une bourse, genre. Mais la différence de revenus, puis la violence de ce que ça peut générer comme constatation quand on se voit dans les yeux des autres comme étant quelqu'un qui a pas d'argent, qui a rien, les gens veulent pas venir chez vous parce que vous êtes dans un quartier qui est vraiment louche. Euh, quand on est ado, comment on peut assimiler ça à notre valeur à nous-mêmes n'est pas bonne. Donc, on n'est rien, c'est affreux, on veut renier tout le monde. Donc, ça va vraiment être son cheminement le constat de ça qu'elle avait déjà commencé à pressentir, ce qu'elle vit au quotidien, comment elle va évoluer là-dedans. Donc, éventuellement, son mécanisme de défense par rapport au fait de vouloir comme être fâchée contre ses parents, alors que ses parents lui ont juste dit, ben, en fait, l'important, c'est pas, tu sais, qu'est-ce que tu as dans tes poches, mais c'est vraiment que tu continues à marcher la tête haute. Donc c'est comment qu'elle va finir par éventuellement en arriver à, à rencontrer un professeur qui est sympathique, qui a réussi à comme percevoir qu'elle vivait quelque chose, la mettre sur le chemin de lecture intéressante, puis comment elle va arriver à tranquillement essayer de dissocier le fait que la perception que les gens ont de sa situation financière et sociale, de qui elle est vraiment. Donc, c'était très touchant. C'est encore, ça fait une couple de uniques là, qui viennent moins me chercher dans le sens que là, le sujet, je trouvais ça super intéressant. La mise en page est excellente. C'est toujours excellent, c'est super dynamique, mais celui-là, particulièrement, j'ai trouvé que, je ne sais pas si c'est parce que le texte était moins long, mais on a vraiment donné toute la place à l'évocation émotionnelle par la mise en page. Ça, c'était vraiment intéressant. Après, à partir du dernier tiers, j'ai comme trouvé qu'on nous expliquait un peu trop c'était quoi la leçon derrière ça. Alors qu'habituellement, ces livres-là, c'est vraiment le point de vue d'un adolescent. Oui, c'est toujours des collections qui se terminent avec une pointe d'espoir, donc il y a quand même une espèce de réalisation qui est là, qui pour nous autres peut apparaître peut-être euh, un peu sorti de nulle part dans la bouche d'un adolescent, mais en même temps, l'adolescent qui vit des choses aussi intenses, peu importe c'est quoi le cas, va être capable justement de faire ce genre de move-là. Puis dans d'autres de la collection unique, disons dans ceux qui sont parus peut-être depuis il y a plus qu'un an et demi à peu près ou un an, je percevais plus qu'on faisait confiance assez au lecteur pour être capable de lui faire son chemin lui-même, puis qu'il comprenne qu'il y avait cette espèce de leçon-là à retenir. Là, depuis quelques parutions, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est la plume peut-être des auteurs, je sais que des fois ça va être des autrices, mais Maryse Labbé, il me semble qu'elle a écrit. C'est Maryse Labbé ou Maryse Bérubé? Je me souviens plus. Maryse Labbé, je pense pas de me tromper. euh, je n'ai pas réalisé si c'est une autrice qui avait écrit. Je pense qu'elle a écrit pour la jeunesse aussi, mais je ne suis pas sûre. Je ne sais pas si c'est une question de. C'est quelque chose qui était proche de leur vécu, donc des fois c'est peut-être que c'est pas évident, puis les mots ne viennent pas aussi facilement ou pas aussi avec autant de la distance nécessaire pour avoir justement euh, pas être en train d'expliquer qu'est-ce qu'on essaye de raconter, de vraiment laisser la fiction aller, ou en tout cas les mots parler à travers les émotions puis faire confiance au lecteur. Donc j'ai ressenti un certain malaise. Fait que pour moi, c'était une super prémisse, euh, un beau, une belle explosion, un beau déploiement, très intense en émotion. Et justement, c'est le fun d'oser ça parce qu'on a l'impression qu'en 2025, c'est peut-être pas quelque chose qui peut être important alors que c'est très important. C'est encore là, les préjugés de revenus, donc c'est affreux de conditions socio-économiques. Mais pour moi, vers le dernier tiers, et ça m'a ramené trop au côté un peu didactique ou à la machine derrière tout ça, donc ça m'a moins accroché. C'est pas mauvais, j'ai eu une bonne expérience de lecture, mais pour moi, ça ne peut-être fait pas partie de ceux que j'ai préférés. C'est dommage parce que pour moi, il y avait tout ce qui pouvait, tout était en place pour que ça se passe vraiment de façon merveilleuse. Donc,
c'est pas grave. Je suis contente de l'avoir découvert et je vous le recommande malgré tout parce que c'est vraiment un super sujet, une belle façon justement d'aborder quelque chose que peut-être plusieurs adolescents vivent in petto sans en parler. Donc voilà. Alors finalement, j'ai fait un long segment de début. Alors ben écoutez, sans plus tarder, allez, on poursuit le tout. Avec séparatité qui pouvoir appliquer sur l'armée. Des vaisseaux, des gros nuages noirs et en fait on sait que quelque chose de très temporel. Ça va tout de suite une métaphore. Hey, salut! Hey, ça me tentait pas ce matin d'aller courir. Pourtant, il fait super beau comparé à la journée d'hier. Donc, c'est une parfaite journée. Il fait 15, donc c'est une parfaite température. C'est juste que je suis en congé pour la fin de semaine, puis c'était un petit peu prolongé ma fin de semaine. Puis j'ai juste le goût de faire la paresse. Je suis fatiguée, j'arrête pas de dormir. Donc là, ben, c'était juste que j'avais la flemme d'y aller, mais je me suis dit que j'allais aller écouter mon livre audio, toujours dans le P.D. James. Très intéressant, on a le fameux Dalglish qui a fini par arriver sur la scène. Donc, l'enquête démarre et ben, c'est bien prenant. J'ai pas beaucoup lu depuis que je vous ai pris parce que ben, mon copain est au congé aussi en même temps que moi, puis on se fait des petites sorties et tout. Donc, ben, je sais pas trop à quoi va ressembler ce vlog-ci, mais on verra bien. Bon, je vais vous parler dès que je peux. Puis, ben, j'imagine que je vais faire d'autres lectures que le P.D. James, faites-vous-en pas. Aussi, je hésite à faire peut-être une pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Le Pumpkin Autumn Challenge. Je le fais pas habituellement, mais là, j'ai tellement de livres dans ma pile à lire que je me dis que je pourrais me faire une pioche automnale, mettons, mais en m'inspirant des catégories du Pumpkin Autumn Challenge. Comme tout le monde, je l'ai vu passer, puis c'était quand même inspirant. Je me suis dit, bah, pourquoi pas. Donc, je vais voir, mais de toute façon, si je le fais, vous allez avoir déjà potentiellement eu cette pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, pioche à lire plutôt, parce que je risque, si je la fais, de la mettre en ligne avant que ce vlog-ci le soit. Donc, ben, trêve de procrastination. Allez, je continue à courir. Bonjour! J'ai juste de finir de tourner ma pièce à lire du Pumpkin Autumn Challenge, donc vous allez l'avoir déjà vu quand ce vlog-ci va être en route. C'est juste que je n'avais pas réalisé, je travaillais dans ma chambre parce que c'est là que j'ai mes livres et tout. Puis ben je voulais pas mettre, au début je me suis dit je mettrais pas la clim parce qu'on est bien, mais là finalement le soleil frappe vraiment plein dans ma fenêtre pendant l'après-midi. Puis il commençait à faire de plus en plus chaud, mais à chaque fois, je me disais, je ne partirai pas la clim parce que je m'en vais faire mon tournage et tout. Mais dans le fond, il y a eu tellement de temps de préparation qu'il s'est mis à faire très chaud. Puis quand j'ai réalisé qu'il faisait vraiment chaud, il était comme trop tard pour partir la clim, juste pour rafraîchir la pièce parce que je voulais vraiment faire le tournage. Mon copain est allé faire des petits déplacements, donc tu sais, je me disais, je vais en profiter pendant qu'il n'est pas là parce que je peux faire quand il est là, mais je suis moins... Souvent, je suis un peu moins attentive ou tout ça. Donc, je me suis dit comme ça, quand il va revenir, on va pouvoir passer du temps ensemble. Bref, j'ai chaud, d'où cette coiffure savoureuse. Et je pense que le peu de temps qui va rester avant l'arrivée de mon amoureux,
ben, je vais me faire un petit casse-tête. Un que j'avais acheté il y a pas très longtemps, qui était pas... c'est juste les mini Ravensburger, puis je trouvais ça cute. Là, on est sur Amsterdam, donc c'est pas des paysages qui sont si prenants. Mais c'est vraiment des grosses pièces, comme ça. C'est vraiment un gros morceau là, pour un casse-tête. Donc, je vais faire ça, je vous montre ça, puis ben, je vais faire ça en écoutant un petit vlog. Soit un vlog de Book and Cup, un de ces vlogs qu'elle nous offre pour les Patreons pendant qu'elle est à Édimbourg. Jalousie. Ou je continue mon PD James dans les vaudous, ça a bien avancé, puis c'est sûr que je vais toujours savoir ce qui va se passer. Bref, je reviens quand je peux. En attendant, je vais me mettre à mon petit puzzle. À tantôt! Coucou! Alors, on se retrouve, on est le mardi, pardon, 2 septembre, pause repas. Et je vous prends parce que j'ai terminé finalement ma lecture audio, que j'ai vraiment étirée toute la fin de semaine. J'ai pris vraiment mon temps. Et c'est la fameuse lecture, le tome 6 de la série de Adam Dalgliesh de P.D. James, donc Death of an Expert Witness, mort d'un expert en français. Et c'était, ma foi, très satisfaisant. Donc, vraiment, je ne sais pas ce que je peux en dire parce que l'enquête s'est vraiment développée au fur et à mesure. Je trouve que c'est vraiment... P.D. James maîtrise vraiment la construction d'une enquête dite traditionnelle avec un petit plus qui est en fait l'espèce de... le côté un peu, quelque part, bienveillant, poétique de Adam Dalgliesh, même si c'est moins présent dans ses premiers romans, parce que c'est un poète et un policier, Adam Dalgliesh, puis c'est pour ça que je vous disais que des fois, je faisais un peu un parallèle avec le personnage Adamsberg inspecteur Adamsberg de Fred Vargas, mais ça s'arrête là, parce que la plume de Fred Vargas est vraiment plus poétique, il y a vraiment un style littéraire particulier. P.D. James, il y a un style quand même, surtout dans les descriptions, on va le voir, c'est vraiment... Elle tente de nous faire ressentir, en fait, des ambiances, des émotions, quand même, malgré tout, malgré le fait qu'on soit dans un roman policier, avec une structure d'enquête classique. Donc, elle le fait, mais juste avec moins, disons, moins ouvertement que peut-être Fred Vargas va le faire. Donc, encore une fois, une enquête bien construite, des personnages très bien définis, plusieurs fausses pistes, un dénouement qui nous tient jusqu'à la fin. En haleine, je ne sais pas, mais qui nous tient bien jusqu'à la fin, dans le sens où il y a des revirements. On va se douter potentiellement que ça va se passer, mais seulement qu'est-ce qui va se passer, mais seulement dans vraiment les derniers moments. Donc, rien à dire. J'ai pas eu un engouement spécifique dans le sens que ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'était une bonne lecture. C'est ce que je recherchais, retrouver P.D. James, une lecture réconfort, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire une plume qui écrit de façon relativement comme rigoureuse, constante, qui sacrifie pas non plus le côté humain, spontané, vibrant à, disons, une formule qui reviendrait tout le temps, malgré le fait que, c'est sûr que, bon, ça reste un compte d'un personnage qui est récurrent. Des fois, on peut avoir l'impression qu'il y a des choses qui vont revenir, mais c'est pas nécessairement des romans à formule. Donc, on sort du côté Cozy Mystery ou les codes à respecter. Cela dit, comme je vous dis, c'est quand même une enquête policière assez standard, donc on va suivre l'enquête au complet. Ça aborde quand même diverses choses, entre autres, un grand pan... c'est spécial. Ça aborde vraiment l'envers de
l'envers de la science, mais là, je sais plus le rien qui me vient. La science, parce que j'ai juste pathologiste, mais disons tout ce qui est coroner et voilà. Donc, tout ce qui est examen post-mortem et tout ça. Donc, c'est l'envers de ça, de ceux qui y travaillent, de ce que ça peut faire à ceux qui y travaillent, des types de personnalités que ça va nécessairement plus peut-être attirer, l'impact que le fait de travailler en collaboration avec souvent la police, donc être sur appel et tout, peut avoir sur les vies personnelles. Le deuil de certaines relations, l'amour, l'amour non réciproque, la santé mentale, la fragilité, la vulnérabilité. Donc, tout ça apparaît quand même à travers une enquête qui est plutôt de type, je dirais, classique. Mais voilà, donc, très bonne expérience, très bonne lecture. J'ai hâte de poursuivre. C'est juste que, comme je vous dis, je trouve ça intéressant de voir d'où est parti Dalgliesh, parce que il est quand même plus, disons, carré un peu. Ben, non, c'est pas vrai, pas carré, mais c'est plus standard, les enquêtes au départ. Puis là, plus ça va, pour moi, celle que j'avais lue, c'est celle qui était plus vers la fin. On sent que P.D. James a comme osé sortir un petit peu des grandes ornières qui, peut-être à l'époque, étaient assez classiques. Là, dans le fond, elle est vraiment là-dedans. Puis là, plus ça avance, puis plus elle va s'ambitionner, dans le fond, dans la série. Donc, je trouve ça le fun de voir les origines de Dalgliesh. Sinon, ben écoutez, ce sera le vlog où la bibliothèque détermine ce que je lis, parce que pendant que je suis en train de terminer le P.D. James, j'ai reçu un avis comme quoi ma prochaine réservation de livre audio de la bibliothèque que j'avais faite, je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps, était arrivée finalement, elle était censée arriver vraiment plus tard, puis elle est arrivée tout de suite. Donc, je me plonge encore dans un roman policier, mais vraiment une autre ambiance. Je me plonge dans le tome 3 de la série de l'île de Lewis de Peter May. Donc, c'est tellement une plume que je retrouve avec bonheur. Là, on est vraiment ailleurs. On est dans une plume qui sent bon les embruns, on sent Bonnes Amies dans quelque chose de sombre. Une plume qui, justement, j'en discutais avec une de mes collègues, qui peut faire penser à la limite à un Pierre Giorgio Polixi écossais. Ça se passe en Écosse. La narration est faite par un narrateur qui a un accent écossais, donc c'est super intéressant. On est vraiment immergé là-dedans. On est sur une île, donc il y a aussi la pensée insulaire, tout ce qui est... Tout le monde sait tout, mais en même temps, il y a beaucoup, beaucoup de non-dits. Et on va retrouver, dans le fond, le fameux Finn McLeod, qui est un ancien inspecteur de police qui, pour diverses raisons, est retourné sur l'île de Lewis, d'où il est originaire, pour des raisons personnelles, puis qui est quand même en changement un peu comme de carrière. Et puis ben là, c'est ça. Bon, il finit toujours par avoir des meurtres qui se sont passés, puis qu'on découvre éventuellement sur l'île de Lewis. Et puis là, ben, ça commence alors qu'il y a un lac qui était là et qui, du jour au lendemain, va se mettre en fait, va s'être évaporé, comme si le bassin s'était vidé au complet. Et parce que le lac s'est vidé, on a découvert, en fait, le corps de quelqu'un qui avait été porté disparu en avion il y a 17 ans, puis qui, là, en fait, se retrouve à être là, au fond d'un lac vide, alors que finalement, il semblerait que c'était peut-être pas un accident d'avion. Donc, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, si je peux, sans trop divulgacher. Mais à date, vraiment, je me suis remis les pieds dans ce type d'enquête-là. Je me suis laissée porter par cette plume-là, puis c'est tellement délicieux. Donc, à date, ça va peut-être être une semaine réconfort, on verra bien, mais c'est vraiment la semaine où la bibliothèque décide pour moi. Donc, écoutez, avant de mourir de chaud, parce que là, vous devez pouvoir voir, je commence à avoir un peu chaud dans la voiture, je vais mettre fin à ce petit segment-ci, mais je vous reprends dès que j'en ai plus à vous dire. À tantôt! Bonjour, alors on est le vendredi 5 septembre, pré-boulot, matin lent, parce que je pense vraiment que c'est les allergies finalement, mais c'est comme le retour de la mode migraine depuis hier, donc ça veut juste que je réagis aux allergies, mais bref, je suis jamais top forme. Fait que là, j'ai une grosse journée aujourd'hui au boulot, puis ben, juste pour être sûre que je sois pas complètement KO, je me suis décidée à prendre ça un peu plus tranquille ce matin. Idéalement, il faudrait que j'aille courir. Mais je vais voir comment ma tête va. Mais je vais essayer d'y aller pareil, quitte à en faire un peu moins. Mais avant d'y aller, je voulais juste vous prendre parce que je voulais vous dire que hier soir, j'ai terminé le 3e tome de c'est la trilogie de l'île des oiseaux, je pense, de Lewis Trilogy. Bref, c'est de Chessman. Et c'est de Peter May. Et c'était vraiment excellent. C'était super touchant. Je ne vais pas vous dire beaucoup de choses sur l'intrigue parce que c'est vraiment une conclusion de trilogie, même si finalement maintenant c'est rendu une tétralogie. Il y a un 4e tome qui est sorti, mais techniquement, ce que je veux dire, c'est que ça boucle beaucoup de boucles. Il y a énormément d'évolutions
du personnage principal puis des personnages qui évoluent autour de celui-là dans le tome 3. Donc, si je vous en parle trop, ça va vous divulgacher les 2 premiers tomes. Mais sachez que ce que j'en retiens, c'est toujours la plume de Peter May, la plume, qui est tellement bien faite, bien utilisée. Elle est, comme je vous disais, est comme tout en douceur en même temps, en authenticité. On n'est pas dans le perfectionnisme à tout prix ou genre le côté un peu alambiqué à tout prix. Par contre, on est dans s'assurer que tout ce qui est émotion, ambiance, dans le fond, que ce soit une écriture qui est évocative, vraiment de façon efficace, de façon enveloppante, puis que dans le fond, de cette manière-là, ça peut se mettre de l'avant toutes les nuances, en fait, de l'humain, toutes les nuances de la nature et tout ça. Donc, j'adore cette plume-là. C'est vraiment un hasard que je l'ai découverte parce que je l'avais vu passer, ça fait longtemps, le Peter May qui fonctionne, il est très prolifique, il y a vraiment plein de séries. J'avais vu cette série-là chez Babel en français, qui commençait par L'île aux oiseaux. Puis je sais pas, c'est peut-être juste le titre. Puis moi, les formats Babel, donc collection poche de Actes Sud, je suis toujours un peu interpellée par la grille graphique, la couverture. Fait que j'étais allée par là, j'avais été attirée par ce livre-là juste par vraiment superficiel, la couverture, ce que ça avait l'air d'évoquer, c'était écossais et tout. Puis, mais en fait, c'est tellement une découverte tardive, peut-être, parce que c'est longtemps qu'il roule, mais je suis super contente de l'avoir découvert. C'est clair que je vais lire le 4e tome qui s'appelle Coffin Road, qui, je sais pas si ça ramène quand même. Je pense que ça nous fait retourner sur l'île de Lewis, mais je sais pas si ça va ramener le personnage principal, dans le fond, qui est Finn McLeod. J'en ai aucune idée. Puis j'aurais envie de l'enchaîner maintenant, mais je pense que je vais attendre quand même un petit peu. Puis c'est sûr que j'aimerais ça découvrir ces autres séries. Il y en a une, je pense que c'est The Enzo Files, fait que je sais pas c'est quoi exactement en français, mais donc c'est une autre série. Je pense qu'elle est comme peut-être 6-7 tomes, fait que j'imagine que c'est ben dans le fond qu'il y a des personnages récurrents qui reviennent vu que c'est une série. Je pense qu'elle fait quand même des tomes uniques, mais c'est un auteur qui devient clairement dans mes priorités d'auteur à lire, à pas oublier. C'est tellement de qualité. Je sais pas qu'est-ce que ça donne en français. J'en ai pas beaucoup lu. Je l'ai lu vraiment en langue originale. Puis je l'ai surtout écouté. Puis les livres audio, si on arrive à dépasser la peur, mais moi, je sais pas que j'avais une peur, parce que moi, j'ai pas trop de misère avec les accents, dans le sens que, comme là, c'est vraiment un auteur qui a un accent écossais très fort, pour que ça fasse vraiment une ambiance, comme si on était vraiment sur l'île de Lewis, donc avec le parler un peu de l'île en tant que telle. Donc, surtout quand on n'a pas une oreille qui est habituée, sur le coup, on est juste comme « Oh my God, mais qu'est-ce qu'il dit là? » Donc, si on arrive à, peut-être ceux qui ont plus une crainte, dépasser le fait de... C'est sûr que le cerveau s'adapte rapidement. On comprend après. C'est jusqu'au début, ça peut nous paraître une langue différente, mais on ne dirait pas l'impression que c'est de l'anglais. Mais finalement, on y arrive. Et ça amène tellement une touche une couche de plus, dans le fond, une richesse, une profondeur de plus, je trouve, de l'entendre, parce que ben moi, quand je le lis dans ma tête, j'ai pas d'accent écossais, là, donc de l'entendre comme ça, c'est comme un accent qui, je sais pas, on dirait que c'est un accent qui, pour mon oreille de non-locutrice de cette approche-là de la langue anglaise, pour moi, cet accent-là, ça me ramène dans une espèce de rondeur, puis d'authenticité des relations, dans le fond. Donc, sans nécessairement flafla et tout. Donc, on dirait que ça ajoute vraiment, en tant que tel, quand je reçois la plume de Peter May, pour moi, ça va tout à fait dans le bon sens. Ça fait juste mettre une emphase sur mettre l'emphase, je vais dire, sur la plume qui est déjà un peu dans cette optique-là, en fait, la plume de Peter May. Bon, vous pouvez voir que je suis très enthousiaste. Si vous n'avez jamais découvert Peter May, parce que, comme moi, ça a juste passé à travers votre parcours de lecteur ou de lectrice, n'hésitez pas. J'ai l'impression que la traduction en français devrait quand même être correcte. Ça reste qu'à mon avis, vous allez avoir quand même accès à tout ce qui caractérise sa plume, qui est, comme je vous dis, le fait que c'est une plume qui évoque, puis qui est vraiment centrée sur le ressenti, les émotions, les ambiances et tout ça. Donc, j'ai pas l'impression que le fait que ce soit traduit, on va perdre ça. Donc, je vous invite fortement à lire. Après, ben écoutons, ça aura été dans le fond mes 2 lectures de bibliothèque. Et ben entre-temps, finalement, j'ai une autre lecture de bibliothèque qui est devenue disponible. Donc, ça va être le vlog vraiment, en effet, la bibliothèque décide qu'est-ce que je lis. C'est une très courte nouvelle ben,
novella, ouais, une histoire courte, une nouvelle, de Margaret Atwood. Puis là, lancez-moi pas de pierre, mais je connais Margaret Atwood. C'est une autrice canadienne. J'admire la personne. J'ai lu des extraits de ses œuvres. Je connais ses œuvres un peu de nom, où j'ai connu un peu c'est quoi leur contenu, mais j'en ai jamais lu. Je sais. Et je sais que je devrais potentiellement commencer peut-être par une de ses œuvres qui est plus ample, mettons un roman, mais là, celle-là, ça m'intriguait vraiment. En français, je me souviens pas c'est quoi, il me semble que c'est quelque chose comme Les Mémés contre-attaque ou quelque chose comme ça. Là. Bon, c'est une traduction franchouillarde, là, mais en anglais, c'est Cut and Thirst. Cut and Thirst, je pense. Je vais vous le mettre. Bref. De ce que j'ai compris, c'est comme une rencontre autour de 3 femmes qui sont rendues un peu plus loin dans leur expérience de vie, puis se retrouvent autour de gin tonic, puis qui décident de juste pas se laisser éteindre, dans le fond, par où est-ce qu'ils sont rendus dans leur vie. Peut-être que j'ai mal compris, mais c'est ce que j'ai reçu. Ça avait l'air d'être assez incisif puis humoristique, donc je trouvais que c'était une bonne façon de découvrir la plume de Margaret Atwood. Et bon, dans le fond, j'ai eu accès en français. Il me semble que c'est Le Club des Mémés contre-attaque ou quelque chose comme ça. Puis finalement, je me suis dit que comme c'est Margaret Atwood, puis c'est quand même une autrice qui est canadienne puis qui écrit en anglais a priori, j'aimerais peut-être ça, vu que je découvre sa plume, l'écouter ou la lire en langue originale. Puis ben j'ai pas réussi à le trouver en livre numérique en anglais pour le moment, parce que j'ai pas mis la main dessus, mais j'ai réussi à avoir une version audio, donc je vais écouter la version audio de ça. Puis, ben, ça va sans doute être, je sais pas si ça va être la dernière lecture, parce que le vlog est comme super court cette semaine. Je ne les ai pas repris plusieurs fois entre mes lectures. C'était des lectures, je me suis laissée porter par ces lectures-là. Puis, comme il y a eu le long congé, j'ai passé plus de temps, évidemment, dans le monde réel, entre guillemets, plus que dans mes oreilles ou entre les lignes. Donc, il est peut-être un peu plus court. Fait que je sais pas si je vais vous rajouter une autre lecture. Je vais essayer peut-être une lecture courte pour la faire samedi, puis clore le blog avec ça. Mais ben c'est ça. Ah ben oui, c'est vrai. En plus, j'avais quelque chose à faire. Je voulais vous montrer. C'est comme un genre de book haul surprise, mais à côté de chez moi, il y avait la semaine passée une vente de garage. Là, c'est la grande fin de semaine. Les gens font vraiment... ils décident de faire le ménage un peu puis de vendre ce qui est plus utile pour eux. Version, je pense qu'en France, on appelle ça des vides-greniers, mais ici, c'est des ventes de garage. C'est genre un garage à côté de la maison. Et il y avait des livres en vente, puis c'était pour soutenir notre petit voisin qui a un projet, puis tout ça. Puis ben, mon copain s'est lancé un peu là-dedans, puis il a dit, ah, tu veux-tu quelque chose? Puis ben, finalement, dans ce qu'il y avait, c'était moins mon genre, mais j'ai quand même découvert 3 trucs que tant mieux, j'ai pu obtenir, je pense que c'était comme 1,50$ le livre, là, ils sont en parfait état. Donc, tout d'abord, il y avait le premier tome de Persépolis de Marjane Satrapi, que j'ai jamais lu. Je sais que je veux lire, je sais que c'est super connu, que tout le monde l'a lu, mais je l'ai jamais lu. Fait que je me suis dit, ben dans le fond, si je l'ai à la maison, ça va peut-être me donner envie de m'y plonger. Évidemment, ça se trouve aussi en bibliothèque. Marjane Satrapi, je me souviens plus exactement. Il me semble que c'est ça. C'est une BD, il me semble, d'autofiction de sa vie. C'est sa vie au quotidien. Et avec tout ce que ça comprenait au quotidien, justement, de contraintes pour les femmes. Donc, Persépolis de Marjane Satrapi. Ensuite, un livre que j'ai vu passer, il me semble que je l'ai vu passer sur les réseaux plusieurs fois. Puis ça m'intriguait, je l'aurais peut-être pas nécessairement acheté, mais là, il était là. Donc, bon, ça me disait de le lire. Ça a l'air assez troublant et peut-être que ça va un peu trop m'ébranler, mais c'est pas grave. C'est une autrice qui est suédoise et c'était son premier roman. Donc, c'est celui-ci, La fille renard de Maria Grund. Et ben, j'ai oublié la 4e de couverture cette fois-ci. Je sais pas si ça... J'espère que ça divulgue pas trop. Bon, je vais aller. Donc, ça commence en disant « Cet enfant, le mal absolu ». Un dimanche matin sur une île au large de la Suède, le corps d'une adolescente s'échoue sur le rivage. À côté de son cadavre, un masque de renard. Malgré les troublantes circonstances de sa mort, la police conclut à un suicide. Mais l'enquêtrice Sana a l'intuition que quelque chose leur échappe. Dès le lendemain, une riche collectionneuse de livres anciens est retrouvée sauvagement assassinée. À son domicile, Sana et sa nouvelle équipière Eir découvrent un effrayant tableau représentant une petite fille. Cette dernière n'est autre que la victime au masque de renard. Donc, la seule chose qui m'inquiète, c'est qu'en bas, l'espèce de blurb de promotion, ça dit « Un trailer addictif dans la lignée de Seven ». Bon, je
pas sûre que je serais capable, mais c'est pas grave, ça me disait. Puis ben écoutez, c'est chez La Bête Noire, là, il est neuf, je pense que je me suis déjà été lu. Donc pourquoi pas, allons-y, une autrice suédoise que je voulais découvrir. Et enfin, un autre auteur, un auteur québécois que tout le monde a lu, puis que moi j'ai toujours un peu hésité à le lire, mais là, on dirait que celui-là, il me parlait un peu plus. Et c'est Jean-Philippe Barry-Guerrard, donc avec son La singularité est proche. Donc, c'est publié ici aux éditions, je sais pas que c'est ta mère, ça. C'est ta mère? Oui, aux éditions de ta mère. Et je vais la quatrième couverture. Un léger contretemps est survenu. Anne est morte il y a quelques minutes. Elle sera de retour sous peu, le temps de se transférer sur sa copie de sauvegarde. 15 secondes tout au plus, pendant lesquelles elle doit cartographier ses souvenirs afin de s'assurer que la nouvelle Anne, celle qui prendra le relais après sa mort, lui sera identique en tout point, ou presque. Elle sera de retour très bientôt si tout va bien. Le transfert est une procédure courante. Mais évidemment, tout n'ira pas bien. Donc, ça dit que ça s'était inspiré librement de l'essai qui s'appelle, qui a le même titre, l'essai de l'auteur Rick Kurzweil. Puis donc, voilà, on est vraiment dans l'anticipation et tout. Donc ça m'intriguait bien. Ah, mais c'est une pièce de théâtre. Non, je ne savais pas. Moi, les pièces de théâtre, j'aime pas sans lire. C'est pas grave. Je l'ai eu. Ça m'a m'invité à lire une pièce de théâtre. Défi de l'automne. Voilà. Alors, ben écoutez, sans plus tarder, je vais aller essayer de voir si je tergiverse puis que je vais courir ou pas. On dirait que ça se calme un peu, mais je vais pas non plus ambitionner. Puis je vous tiens au courant quand je me serai plongée dans le Margaret Atwood. Et si je lis autre chose d'ici la fin du vlog. À tantôt! Hey, bonjour! Alors, me voici de retour de la course. Vraiment, je l'ai fait. Pour le moment, ça n'a pas empiré la situation. On va toucher du bois, mais bon, on verra bien. Mais c'est ça, finalement. J'ai commencé ma lecture audio du Margaret Atwood juste avant de partir, puis pendant ma course. Puis je l'ai terminé parce que c'est vraiment court. C'était excellent. C'était vraiment... c'était peut-être pas exactement... C'était comme un petit coup de cœur. C'est pas vraiment un coup de cœur absolu, mais c'était un petit coup de cœur. J'ai adoré. Ah, la version française en passant, c'est Le Club des vieilles contre-attaques. Pardon. Et en anglais, c'est vraiment Cut and Thirst, qui est un jeu de mots avec Cut and Trust, qui est un move, voyons, à l'escrime, ou au fleuret, ou je sais pas trop quoi. Bref. Puis Thirst parce que gin tonic, voilà. Donc, en gros, le résumé, c'est... en effet, c'est 3 femmes, 3 amies, 3 anciennes professeurs universitaires, donc qui viennent vraiment du milieu académique, qui ont pris leur retraite et qui se rencontrent à toutes les semaines pour planifier une revanche. Une vengeance pour leur amie Fern, qui est une autrice qui, dans le passé, il y a très longtemps quand même, avait éventuellement colligé une anthologie de poètes de l'époque et qui avait subi un matraquage en règle, en fait pas en règle, un matraquage terrible de la part d'un poète qui considérait qu'il aurait dû être inclus dans l'anthologie, n'est-ce pas? Parce que c'était un homme et qu'il était le meilleur et qui avait entraîné d'autres poètes de l'époque dans son sillage. Et leur façon de se venger, ça avait été de descendre en fait sa plume à elle, sa plume personnelle, dans des critiques, des articles de journaux pendant un an complet. Donc, évidemment que leur ami Fern avait pris ça, je sais pas comment on peut prendre ça, c'était vraiment terrible. Puis bon, éventuellement, on la retrouve plus tard, puis sa santé est en train de décliner, puis ces 3 amis-là ont dit... Ben là, elle, à l'époque, elle n'avait rien fait. Son mari voulait faire quelque chose, mais elle n'avait rien fait. Elle était comme tétanisée, puis elle n'avait rien fait. Puis ses 3 amis vont deviser de qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Puis dans le fond, ce qu'ils planifient, c'est de les tuer, tout simplement. Les 9 personnes qui étaient incluses là-dedans. C'est vraiment délicieux parce qu'on va y retrouver vraiment une verve du piquant, du grinçant, du engagé, un peu féministe, remarque sur la société, mais aussi un point de vue de femmes qui sont plus avancées en âge. Ça bouscule, mais juste assez. C'est pas vindicatif absolument. Il y a aussi des petites piques sur le milieu du livre, évidemment. Des petits commentaires discrets entre les lignes sur la censure. C'est vraiment bon. Avec une petite conclusion classique, un peu short story. Donc, vont-elles se lancer vraiment dans cette vengeance-là? Puis est-ce que si oui, ça va se passer exactement comme elles le souhaitaient? On est quand même dans du crédible, dans le sens où ça va pas trop loin. Puis on est vraiment dans du Margaret Atwood qui est du
réaliste, là, on n'est pas dans son côté dystopie que tout le monde connaît un peu plus avec La Servante écarlate et tout. J'ai adoré cette plume-là. J'ai aucune idée si c'est la plume qu'il y a dans ses autres livres, mais si c'est le cas, je pense pas parce que c'est vraiment un genre particulier, là, mais je vais tout lire son œuvre. C'est vraiment bon, c'est excellent. C'est un petit peu une vibe de ces trois femmes-là qui se rencontrent puis qui discutent. C'est un petit peu une vibe de peut-être, je dirais, les pensionnaires qui habitent dans la maison pour personnes âgées autonomes dans les détectives du Yorkshire, le Dale Detectives, ou encore dans The Thursday Murder Club de Richard Osman. Il y a un petit quelque chose de tout ça, mais on n'est pas dans une enquête complète, là. En fait, c'est à l'envers. C'est vraiment des femmes qui essaient de planifier une vengeance pour essayer de venger leur amie qui, elle, de son côté, n'a jamais demandé rien. C'est excellent. Si vous ne l'avez pas encore lu, allez-y. J'ai remarqué qu'en anglais, c'était une exclusivité, malheureusement, commandée par Amazon. Donc, ça m'a surpris un peu de Margaret Atwood. Mais en même temps, comme justement, elle lutte, je pense, un peu contre la censure aux États-Unis, c'était peut-être justement un pied de nez dans le sens de prendre cette voie-là qui fait en sorte qu'on a accès à beaucoup plus de monde, puis peut-être la faire connaître sous un autre jour pour que les gens, en fait, réalisent qu'en fait, c'est pas quelqu'un de menaçant. C'est quelqu'un une autrice très intelligente, habile et tout ça. Donc, bref, une exclusivité Amazon. Donc, ça va se retrouver en livre numérique uniquement sur Amazon, en livre audio sur Audible. Moi, dans le fond, là, exceptionnellement, je l'ai acheté pour que je puisse l'écouter. Mais c'est vraiment parce que tout ce à quoi j'avais accès en anglais. Puis c'est pour ça que je ne le trouvais pas ailleurs finalement. Donc, je ne peux pas le trouver non plus en bibliothèque ou rien. Par contre, en français, il a été traduit, comme je vous dis, chez Robert Laffont. Puis il a été produit en papier aussi. Donc, en format numérique puis en papier, mais pas en audio numérique. J'ai regardé un peu la traduction. Si ça ne vous dérange pas que ce soit franchouillard, allez-y. Si c'est quelque chose qui ne vous accroche pas, c'est intéressant de découvrir Margaret Atwood, mais comme Margaret Atwood est une autrice canadienne, son histoire se passe à Toronto et que c'est traduit par des traducteurs français ou européens, en tout cas, c'est sûr qu'il y a il y a encore la transposition du niveau de langage qui va être considéré peut-être pas au niveau de l'argot, mais quand même très familier avec peut-être du mot de vocabulaire qui est plus ou moins adapté avec, disons, le milieu torontois des personnes âgées qui viennent du milieu universitaire canadien. Donc, mais je pense quand même que ça vaut la peine de le découvrir si vous pouvez. Sinon, si vous êtes capable de le lire en anglais, c'est encore mieux. À mon avis, c'est vraiment une belle plume. Le seul hic, en ce qui me concerne, c'est que c'est seulement disponible par le biais du grand A, mais comme je vous dis, j'ai vraiment l'impression que c'était un genre d'accord en pied de nez pour Margaret Atwood, parce que si on regarde à quel point elle était impliquée, elle est encore impliquée tous les jours par rapport à justement s'assurer qu'il n'y a pas de censure et tout, ben, je pense pas qu'elle ait pris cette décision-là à la légère. Donc, excellente lecture. Évidemment, là, il va falloir que j'aille travailler, mais j'ai aucune idée de ce que je vais lire. Là, dans le fond, le vlog n'est pas très long. C'était les 3 livres que la bibliothèque m'a comme un peu imposé de lire cette semaine. J'ai d'autres livres en attente à la bibli. Si jamais il y en a un qui se libère aujourd'hui ou demain matin, je vais m'engager à lire avant la fin de ce vlog-ci. S'il n'y en a aucun, je m'engage à lire un des romans graphiques de bibliothèque ici que j'avais renouvelé, mais qui pourrait à tout moment devenir non renouvelable si quelqu'un les réserve. Donc, je vais faire comme si quelqu'un les avait réservés. Je pense que je vais rester entièrement sur de la bibliothèque, ou en tout cas, je verrai, là, à moins que j'écoute un autre petit livre audio, mais peut-être que je pourrais me concentrer sur les podcasts en attendant. Bref, on essaiera. On va se lancer dans une fin de vlog concept. On verra bien. Fait qu'à tantôt! Hey, bonjour! Alors, on est samedi après-midi, après le boulot, début de ma fin de semaine. Et vous savez quoi? Comme je vous avais dit que j'allais laisser la bibliothèque choisir une prochaine lecture, s'il y en avait une autre, mais que là, il n'y avait rien qui avait l'air de vouloir déboucher dans mes réservations de bibliothèque, je me suis rappelé qu'il y a un livre que je voulais lire qui n'avait pas rapport avec la bibli, mais que je pouvais emprunter à la bibli, et que j'avais vu passer parce que il me semble qu'il y a une toute nouvelle édition, je ne sais pas si c'est celle de chez 10-18 ou celle d'une nouvelle maison d'édition qui reprend des classiques pour enfants. Faudrait que je vous mettrai peut-être les deux couvertures si je les trouve. Bref, c'était l'édition originale que je voulais lire de La librairie ambulante de Christophe Morley. Donc en anglais, c'est Parnassus on Wheels. Et j'ai la version, je l'ai trouvée à la bibliothèque, mais je l'ai trouvée aussi en livre audio.
Donc, j'ai écouté ça parce que c'était très court et ben, c'était fort intéressant. Ça m'a vraiment plu. Bon, en même temps, pour me mettre en contexte, cette histoire-là a été écrite, c'est plus un novella, donc un, un court roman, disons. Ça a été écrit en 1917 par Christophe Morley. Donc, ça reste quand même quelque chose qui est écrit dans un contexte particulier au niveau social, dans le sens où il y avait, ben, vous allez comprendre pourquoi je vais parler de l'intrigue, mais donc il y a quelques petites traces un peu de l'époque, mais pour quelque chose qui est écrit à l'époque par un homme, c'est impressionnant d'innovation, disons, de modernisme. Donc, on va y retrouver Hélène McGill, je crois que c'est ça, Hélène McGill qui habite avec son frère depuis 15 ans à la campagne. Son frère, c'est un auteur qui a décidé, en fait, il a fallu qu'il se rende à la campagne parce qu'il était un peu malade, puis sa popularité allait un peu en baisse. Puis il s'est mis à écrire des écrits qui sont en lien avec comment la campagne, c'est donc beau, puis on peut bien en profiter, puis on est donc heureux. Puis ben, elle, c'était sa sœur, elle était, bon, enfin, les deux venaient d'une famille qui n'était pas nécessairement fortunée. Elle était gouvernante dans une famille riche à New York, et elle n'était pas nécessairement heureuse. Donc, quand son frère a décidé de partir pour la campagne, il l'a comme un peu sauvé, puis il l'a amené avec lui. Et puis, ben, il l'a amené avec lui, puis ben, évidemment, comme c'était une femme à l'époque qu'elle a décidé de. Pas elle a décidé, mais oh, il a été décidé qu'elle tenait maison pendant que son frère écrivait et partait dans des petites aventures spontanées et tout. Puis, c'est pas une femme qui était malheureuse, c'est juste qu'elle a toujours comme connu ça, puis vraiment une bonne femme au foyer typique. Et un jour, va arriver chez elle. Puis même, en fait, même elle en est venue à détester le fait que son frère écrive. Non pas qu'elle détestait les livres parce qu'elle était quand même gouvernante avant, mais elle en est venue à détester le fait que son frère écrive parce que il y a tellement décrit l'endroit où il habitait qu'il y avait plein de gens qui venaient les voir pour comme un peu être heureux de rencontrer l'auteur, puis de profiter de l'ambiance et tout. Puis elle était juste comme, ah, bon, bref. Bon, je reviens à mes moutons. Donc, un jour, il y a un homme qui va se présenter, qui est... bon, là, évidemment, j'ai un blanc. Oh non! Ah oui, c'est Mr. Mifflin. Je l'ai retenu parce que c'est le nom. D'ailleurs, je sais pas si c'est un rapport, mais c'est le nom d'un des éditeurs, un éditeur connu aux États-Unis qui est Often and Mifflin, mais bon, c'est pas grave. Bref, Monsieur Mifflin, qui s'est présenté un jour avec une librairie ambulante, donc avec une espèce de phaéton, une espèce de calèche fermée, dans laquelle il y avait des livres. Puis lui, ben, en fait, c'était un marchand de livres ambulant. Et il s'est présenté là parce qu'il y avait dans l'idée que le frère de Hélène McGill, donc Andrew, il allait lui offrir d'acheter ça, sa librairie ambulante, parce que lui, il adorait ça, faire ça. Il s'est donné comme mission de rendre accessible la littérature, puis donner le goût de lire à tout le monde qui n'était pas nécessairement dans les grandes villes, puis qui n'avait pas nécessairement accès à des bibliothèques et tout ça. Et comme il avait lu l'œuvre de Andrew McGill, puis que ce qu'il voyait de l'œuvre, ben, ça lui faisait dire que ça serait une bonne personne à qui comme passer un peu le flambeau. Et ben, Hélène était là quand il est arrivé, mais son frère n'était pas là. Et Hélène, quand elle a vu ça, elle a dit: ah non, c'est pas vrai, c'est sûr qu'il va l'acheter. Puis là, il va encore partir sur les chemins. Puis là, je vais encore être pris pour faire rouler la ferme toute seule. Puis elle était comme: non, je suis un peu tannée. Fait que là, quand elle est arrivée, elle l'a reçu un peu avec une brique et un fanal en disant: non, il va pas acheter ça encore. Puis au pire, je vais l'acheter juste pour pas qu'il l'achète. Parce que je t'aboute de toujours être ici. Puis tout ça. Puis bien, au fur et à mesure, elle a fini par rencontrer le fameux Monsieur Mifflin magique qui se promène et qui donne le goût à tout le monde de lire. C'est-à-dire qu'il l'a laissé parler et tout, puis il a fini par un peu la convaincre que, dans le fond, c'était une bonne chose, puis qu'elle pouvait bien l'acheter si elle voulait. En fait, lui, il voulait pas. Il était mal à l'aise parce qu'il voulait pas comme qu'elle se sente obligée de l'acheter, mais tant qu'il disait, vu qu'il voyait qu'il était déterminé de l'acheter, il disait, ben, tu sais, vous savez que ça pourrait être comme une espèce de vacances un peu sur route, puis il explique comment c'était le fun, puis comment il aimait ça, puis elle allait en rencontre des gens, puis ben, finalement, elle s'est décidée sur un coup de tête, puis elle a décidé de ramasser ses affaires, puis de partir avant même que son frère revienne pour le dîner. Donc, on va la suivre au bout du compte dans son espèce de pérégrination. Elle va commencer sa pérégrination avec M. Mifflin à côté d'elle pour juste, lui, il veut juste lui montrer un petit peu comment il fonctionne avec, bon, ben, tu sais, juste pour pas qu'elle reparte de zéro nécessairement, tu sais, il y avait des clients et tout ça, comment il s'organisait et tout. Mais pas du tout parce qu'il n'avait pas confiance qu'elle va trouver sa façon, mais juste parce que, bon, il fallait quand même qu'il montre un peu comment ça fonctionnait.
et éventuellement, il ne sera plus là. Je vais expliquer pas pourquoi. Et ben, dans le fond, c'est ça. On va rencontrer cette espèce de femme-là qui fait un peu un trip Mange Prix M d'Elizabeth Gilbert, mais en 1917. Donc, c'est intéressant parce que c'est vraiment côté un peu émancipation de la femme. Puis qui décide de partir, puis de se dire, ben dans le fond, c'est vrai que. Puis, tu sais, elle est une femme qui est proche de la quarantaine, non mariée. À l'époque, c'est pas quelque chose qui était si bien vu. C'est une femme, bon, à l'époque, il parle beaucoup de sa ben, de ce qu'elle a de l'air, mais bon, ça reste quand même écrit par un homme en 1917. Mais bon, en plus, disons qu'elle est ronde, tu comprends? Donc, comme elle était ronde, donc peut-être pas dans les standards de beauté de l'époque, et que c'était une femme de 40 ans, ben, elle avait peu de chances de trouver un bon parti. Et, mais dans le fond, qu'elle décide de partir par elle-même, ben, ça surprend un peu tout le monde. Ça n'a pas l'air de surprendre M. Mifflin, mais ça surprend un peu tout le monde. Et ben, son frère va pas trouver ça drôle. Il va finir par courir après elle. Il va finir par mettre beaucoup de bâtons dans les roues. Beaucoup de bâtons dans les roues de tout son périple et tout ça. Et éventuellement, cette espèce de quête-là, cette espèce de voyage-là au bout d'elle-même, disons, elle va le faire. Puis ben, comme c'est un court roman, elle va prendre conscience de beaucoup de choses par rapport à elle-même, mais aussi par rapport à, disons, la personne qui est arrivée avec le cheval et les livres. Bon, j'en dirai pas plus. J'ai beaucoup aimé l'idée de départ, j'ai beaucoup aimé le personnage de M. Mifflin, j'ai aimé vraiment l'espèce de verve déterminée d'Hélène, vraiment intéressant, cette espèce de force tranquille un peu de la campagne aussi, puis qui dit juste comme... Puis qui est une femme qui au départ n'avait pas nécessairement des visées d'indépendance, mais c'est juste que par la force des choses, ça s'est juste dit, bon, ben, dans le fond, je peux aussi, moi, avoir des expériences, puis je pourrais aussi explorer la vie. Elle travaille depuis qu'elle est genre ado, puis quand après ça, son frère est venu la chercher, ben, elle a arrêté de travailler officiellement, mais finalement, c'est elle qui faisait rouler la ferme pendant que son frère avait ses aspirations artistiques et tout. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé ça. Après, ça reste quand même un roman court, puis ça reste quand même dans une structure qui, j'imagine, cherchait un lectorat féminin à l'époque. Donc, il y a quand même des éléments de romance qui vont arriver, des éléments qui peut-être n'auraient pas été nécessaires, ou en tout cas qui sont peut-être pas amenés avec la plus grande finesse, mais ça se tient. Je vous dirais que, mais dans le fond, je pense que ça a été mis aussi comme une histoire pour jeunes filles. Je vous dirais que ça me fait un peu penser à, en termes de côté, je sais pas, à la fois moderne, inspirant, mais aussi quand même un peu avec une morale, disons, un peu comme à la fin de Little Woman, donc le premier tome, ben, même tous les tomes en fait de Louisa May Alcott, mais plus particulièrement Little Woman puis Little Wives. C'est-à-dire que j'ai trouvé que, ben c'est ça, c'était vraiment lié à l'époque, là, même si je sais que Louisa May Alcott n'a pas écrit ça dans le même moment, mais dans le sens où s'il voulait publier, surtout pour un lecteur féminin, il fallait quand même qu'il y ait quelque chose qui soit là de vertueux. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que s'il y a un élément un peu de prévisibilité, puis un peu de... qui est un peu dommage dans le sens où ça reste quand même une femme qui finalement va réussir à s'émanciper, puis qui, bon, finalement va peut-être techniquement un petit peu essayer de re-rentrer dans un cadre, mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne sera pas un retour à la case départ. Je vais dire ça comme ça. Donc, j'ai vraiment été... j'avais aucune attente. Je savais pas trop si ça allait être trop lourd ou quoi. En plus, la narration que j'ai eue pour une fois, ma lecture audio, c'était pas la meilleure narration de la Terre. Il a fallu que je mette un peu plus rapidement parce que je pense qu'elle a été enregistrée beaucoup trop lentement. Puis ça faisait que c'était un peu monotone. Puis voyez-vous, je l'ai avancé juste à 1.2, puisque je fais jamais, vous savez. Puis là, on dirait que le débit de la personne était comme normal. Fait que je sais pas si c'est parce qu'ils lui ont demandé comme comédienne, puis ça a été fait à un certain moment quand même, mais de faire justement un rythme qui était beaucoup trop lent pour essayer de gérer le fait que les gens vont jouer avec la vitesse. Mais au départ, c'est vraiment monotone, fait que je me disais, oh mon Dieu, c'est un livre de 1917, puis là, je savais pas trop à quoi ça allait ressembler, mais finalement, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment... Évidemment, ça met de l'avant aussi tout le principe de passeur littéraire, puis le principe de que les livres peuvent faire la différence, particulièrement ben, dans toutes les sphères de la société, mais aussi à des endroits où les gens ont l'impression qu'ils n'ont pas d'horizon, puis que finalement, ça leur permet justement de se développer des horizons auxquels ils n'auraient pas pensé. Puis c'est pas juste en fuyant dans l'imaginaire, c'est juste en étant capable justement de réfléchir, de travailler là-dessus tout en lisant les livres,
de permettre de trouver une place dans la société qui n'est pas nécessairement les propositions fermées du milieu dans lequel ils ont grandi. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis évidemment, ça m'a parlé de son temps en librairie ambulante, c'est l'idéal. Non, ça, je suis super contente. Je sais que techniquement, c'est comme une zoologie. Là. Le deuxième tome, c'est des Haunted Bookshop. Je ne sais pas si je vais lire la suite. Peut-être. Ça finit quand même un peu abruptement. En même temps, c'est correct. Là, ça finit. Ça fait vraiment penser à la fin de Little Woman. D'ailleurs, si vous ne saviez pas, Little Woman de Louisa May Alcott, vous aviez lu vous avez vu la première adaptation, ben, l'adaptation avec Susan Sarandon, pas la plus récente de Greta Gerwig. Le film, cette adaptation-là, en fait, rassemble les deux premiers tomes de la série Little Woman. En fait, c'est Little Woman puis Little Wives. Donc, on oublie souvent que le premier tome, la première partie de Little Woman, ça s'arrête avant le mariage de Meg. Donc, ça finit aussi un peu abruptement. Puis ça me fait un peu penser à cette espèce de dynamique-là, où, dans le fond, on devait savoir que c'est une duologie. Donc, c'est comme si on a mis un petit peu un point entre les deux. Mais cela dit, c'est complet quand même en soi. Mais disons que à la fin, ils ont bouclé ça avec beaucoup de vigueur et de détermination. Donc, voilà. Et bien, voyez-vous, pendant que je terminais ce livre-là, qu'est-ce qui est arrivé? Une réservation de bibliothèque s'est libérée. C'est un livre que j'envisage d'acheter dans les prochaines semaines, puis que je m'étais dit que j'allais réserver quand même au cas où, pour voir si je le lisais avant. Puis c'est un petit opuscule de chez Leméac Jeunesse que j'aime beaucoup. Dans ces opuscules-là, seulement sont assez coup de poing. C'est dans la même collection que un que j'ai mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge qui est Morte Rose de Sarah Lalonde. Et c'est Je suis un volcan, et j'ai quand même oublié le nom de l'autrice, mais je vais vous mettre la vignette. Et j'ai même oublié de quoi ça parle, mais je sais que c'est un roman en vers libre. Et je pense que je vais vous le lire. Je vais le lire pour moi. Mais c'est tellement court, c'est comme 80 pages, que je pense que je vais le lire, puis je vais vous revenir pour faire la recension aussi de celui-là. Comme ça sera vraiment la bibliothèque qui va avoir déterminé ma dernière lecture du vlog. Donc, sans autre forme de procès, je vais aller continuer de lire, puis on se revoit. Et bonjour! Alors, finalement, je vous reprends rapidement. On est toujours samedi fin de journée et j'ai lu d'un coup, d'une traite, Je suis un volcan de Mélina Schenberg, je pense, Schenborn. Je sais pas trop comment prononcer son nom de famille. J'espère que je l'ai pas trop massacré. Donc, chez Leméac, et c'était vraiment percutant. Donc, en gros, on va retrouver une jeune ado qui vit beaucoup d'émotions, comme toute ado, vous allez me dire, qui pourtant a l'air de commencer être en train de vivre un été qui est comme pas si mal, et éventuellement, malgré le fait qu'elle vit seule avec sa mère, que son père les a comme un peu abandonnés pour aller comme un peu refaire sa vie en Amérique du Sud, et va arriver avec la rentrée, l'arrivée de quelqu'un dans sa maison que sa mère a visiblement rencontré, et que pas Mélina, mon Dieu, je sais pas du tout si c'est ça que l'autrice a vécu ou pas, et que la jeune femme a comme déjà vu dans le voisinage dont elle perçoit le côté sombre, le côté dangereux. Et par la suite, on va finir par comprendre finalement qu'en effet, il va s'installer à demeure, et tout de suite, la jeune ado va réaliser que la violence vient d'entrer dans sa maison. Et on va la suivre avec sa mère dans l'espèce de spirale de la violence qui va s'entrouvrir, et comment la prochaine année va se passer. Et ça va toujours être à hauteur d'adolescente qui, en elle, porte une espèce pas juste la rage, je dirais, mais porte suffisamment d'émotions, de sensibilité, de lucidité pour qu'elle trouve un exutoire à ce qu'elle est en train de vivre. Et pour elle, l'exutoire, ça va être l'écriture, les mots. Puis c'est ce qui va lui permettre de ne pas perdre pied. Évidemment qu'on va percevoir que si de l'extérieur, pour nous autres, ça semble une situation qui est simple, dans le sens de « mais voyons, mais comment ça se fait que il n'y a pas personne qui intervient, comment ça se fait que la mère ne met pas l'espèce d'intrus que la jeune ado d'ailleurs appelle le parasite dehors », on comprend que c'est comme la plupart du temps en question d'emprise,
compliqué parce que la mère a peur que si elle fait quelque chose de trop intense en fait, ils deviennent une statistique, elle et sa fille. Donc, comme on le sait, les hommes violents, ben, souvent, ça leur prend pas grand-chose pour déclencher en fait des réactions qui vont jusqu'à la tuer. Donc, tout ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que si c'est pas... Ça peut apparaître comme un sujet qui est malheureusement plus commun dans les récits de fiction, mais c'est l'approche qui est super intéressante. Premièrement, c'est à hauteur d'ado. Deuxièmement, on est vraiment dans le non-dit. On comprend à travers les vers libres, c'est en vers libre aussi, donc c'est super intéressant, donc de l'ado, qui sont aussi un peu, ce qu'on comprend un peu son écriture, son carnet d'écriture et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle va pas tout dire, elle va pas tout nommer. Euh, elle va, elle va, elle va nous faire comprendre entre les lignes, elle va nommer certaines choses, mais pas nécessairement. C'est comme si elle ne laissait pas à la violence l'occasion de prendre toute la place dans sa vie, dans ses émotions et tout ça, même si c'est là. Heureusement pour elle, elle semble avoir un bon réseau, donc une bonne amie, le père de son amie aussi qui est là, puis qui est une bonne ressource et tout ça, un bon modèle. Mais ce que j'ai aimé, c'est que c'est comme on dirait, c'est crédible, c'est plein d'espoir, parce que c'est pas non plus uniquement noir, c'est pas non plus sans issue. En même temps, c'est pas édulcoré, c'est pas, ça se passe pas en une seule journée. On sent quand même que si certaines choses vont potentiellement évoluer vers le mieux, c'est jamais totalement réglé. Mais ce qui est intéressant, puis ça, ben, en fait, je seconde Sophie Lee là-dessus. Si vous voulez aller lire, elle a fait une super belle critique sur cet opuscule-là, qui pourrait elle, être un coup de cœur, mais je seconde le fait que ce qui est intéressant, c'est que on est devant une ado qui prend sa vie en main, en fait, pas sans égard aux autres, dans le sens qu'en étant consciente de ce qui se passe pour les autres, donc que sa mère est dans une situation où elle a peut-être pas autant de latitude que prévu, mais elle l'excuse pas, mais en même temps, elle comprend qu'il y a des gens qui sont en détresse, ou comme, mettons, son père qui est parti, elle décide juste que elle va pas se laisser prendre l'énergie par des choses qu'elle sait qu'elle ne pourra pas avoir. On peut penser que c'est de la défaite, mais c'est comme un peu plus le fait qu'elle décide qu'elle va prendre soin d'elle-même. Mais c'est pas en rejetant les autres. Souvent, quand on voit ça, c'est je vais prendre soin de moi-même, je rejette. Donc, elle ne rejette pas systématiquement les autres, mais dans certains cas, ça veut dire rejeter, comme pour son père, elle va juste fermer la porte. Pour d'autres, ça va être de demeurer en mode vigilance, de se trouver des safe places, comme par exemple chez sa meilleure amie, à l'école. L'écriture pour elle est un safe place. De peut-être pas totalement briser la communication avec sa mère, d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Mais tout ce que je vous dis là, c'est qu'est-ce que nous, on identifie comme lecteur, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui est comme expliqué et souligné à grands traits dans le texte. Pour une fois, c'est un texte qui fait confiance au lecteur. Alléluia! C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'est vraiment bien. C'est dur dans le sens que le sujet qui est abordé, évidemment, c'est très dur, mais c'est tellement bien abordé. Je trouve que c'est quelque chose dont on pourrait s'inspirer. Puis évidemment, pourquoi c'est Je suis un volcan? Ben, c'est qu'elle se compare à un volcan parce que il y a tellement de choses qui bouillonnent en elle que des fois, elle aurait envie d'exploser comme l'Etna, donc le volcan Etna. Mais on sent quand même qu'elle prend des décisions qui font en sorte que dans la plupart des moments, elle va pouvoir avoir une certaine soupape. Bien entendu, ça ne change pas les choses qu'elle ne contrôle pas dans sa réalité. Par exemple, cet homme-là qui est violent, les décisions de sa mère, les décisions de son père, mais ça change qu'est-ce qu'elle en fait avec, qu'est-ce qu'elle fait avec ça. Puis c'est comme incroyablement mature, mais en même temps hyper crédible. Donc, les adolescents sont capables de prendre ces décisions-là. Faut leur faire confiance, mais il faut quand même leur donner l'opportunité d'avoir un réseau autour d'eux autres qui a l'impression qu'ils arrivent à avoir assez confiance en eux pour prendre des bonnes décisions pour eux-mêmes. Donc, c'est vraiment marquant. Puis cette autrice-là, je ne l'avais pas beaucoup lue. Je pense qu'elle a fait de la littérature jeunesse particulièrement.
Mais si elle écrit autre chose, je pense que je vais la suivre. En tout cas, sa plume est très belle. C'est en vers libre, c'est en très accessible. Là, on est vraiment dans du langage parlé presque. Je dis peut-être pas, non, peut-être pas langage parlé, mais langage familier, mais pas langage parlé. Donc, on n'est pas dans du slam, mettons. Sauf que ça pourrait vraiment être quelqu'un qui nous parle comme ça sur un coin de table, puis que, ben, dans le fond, on se rend compte finalement qu'il y a quand même un souffle, il y a quand même une rythmique qui a été mise là-dedans. Mais encore une fois, c'est vraiment présenté comme des miettes d'émotion, des miettes de vie, puis c'est à force de recevoir tous ces bribes-là qu'on finit par avoir un portrait un peu plus clair. Euh, Puis très nuancé. Donc, mais voilà, bien contente de l'avoir lu. Je crois que je vais l'acheter. Je n'étais pas sûre parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la lecture. Je ne sais pas encore si c'est un coup de cœur. Je sais que c'est un coup au cœur, mais je ne sais pas encore si c'est un coup de cœur, mais c'est vraiment bon. Je ne sais juste pas si je le garde dans la maison ou pas. C'est un sujet qui est très dur, mais en même temps, c'est vraiment bien écrit. Donc, j'ai encore le temps de toute façon. Mais vous, boudez pas votre plaisir. C'est sorti le 27 août, donc c'est vraiment tout récent. C'est en ce moment en librairie. C'est vraiment pas cher. Les collections Le Millac Jeunesse, je pense que c'est comme 13,95. Sinon, ça va être en librairie, en bibliothèque. Moi, je l'ai emprunté de la bibliothèque en livre numérique. Donc, vous pouvez aussi faire ça. Donc, une nouveauté québécoise pour ados, mais pas que. Extrêmement bien approché, bien travaillé. Une proposition qui, je crois, va pas vraiment laisser personne indifférent. Mais on sort pas nécessairement de là blessé, mais on sort de là avec les yeux plus grands ouverts, disons. Voilà. Donc, ce sera la dernière lecture de ce blog-ci. J'espère que ça vous a plu cette semaine-là. Elle a eu un drôle de rythme parce que, dans le fond, la fin de semaine dernière, je me suis laissée aller puis j'ai juste décidé de ne pas nécessairement forcer la lecture parce que je voulais profiter du réel, comme je vous disais. Mais finalement, je me suis rattrapée. Donc, j'espère aussi que l'espèce d'idée qui s'est un peu imposée à moi-même du fait que ce soit la bibliothèque qui choisisse mes lectures, ça vous a plu comme concept. Dites-moi là en commentaire si ça vous plaît. Je pourrais peut-être refaire ça quelques fois. Je trouve ça vraiment sympathique. Et ça vous montre aussi qu'on n'est pas obligé d'acheter les livres nécessairement pour en dévorer tout plein à chaque semaine. Donc, ben voilà, j'espère que vous avez des super bonnes lectures, que vous passez un bon moment malgré le fait que c'est la rentrée. Et ben nous, on se revoit de toute façon tout bientôt. Le nouveau vlog est déjà entamé. Puis ben, on se dit à la prochaine.